Salut à tous et bienvenue dans le OM Talking Geneva, la première pour 2021. Alors avant tout, laissez-moi vous souhaiter une bonne et heureuse année de la part de toute l'équipe avec la santé en priorité bien sûr. Et si on peut demander à l'OM une bonne fin de saison, on ne va pas s'en priver. 2021, c'est la continuité pour notre émission. On a commencé en 2020, on sera là en 2021 pour être au sommet. Et nous sommes toujours sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter, AOM Nation Genève. Rejoignez-nous. Au sommaire ce soir, on va bien sûr revenir sur la victoire 3-1 contre Montpellier. Une belle victoire pour commencer 2021. Est-ce la victoire de AVB? Nous reviendrons dans une deuxième partie sur le but encaissé par les Olympiens. Y a-t-il hors-jeu de Montpellier? Est-ce une nouvelle injustice? Cette victoire a été également le travail des remplaçants. Nous reviendrons là-dessus. Est-ce des remplaçants de qualité? Que faut-il améliorer par la suite pour remporter le trophée des champions? Puis pour finir sur une bonne note au classement final. Nous reviendrons sur notre rubrique que vous connaissez, les joueurs en bref, le jeu des pronos et le dossier de la semaine qui s'intitulera les influenceurs ont-ils un réel pouvoir dans le football? Pour m'accompagner ce soir, l'équipe du OM Talking Geneva est composée de Flo, de Richard et de Christopher. Salut à vous. Salut. Bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle année 2021. Alors, je tiens à dire que nous n'avons pas Nathalie qui devait être là pour des problèmes, qui n'a pas pu être là pour des problèmes techniques. Et on salue Raph qui ne peut pas être là également malheureusement ce soir, mais qui va assurer le tournage de cette émission. Donc on le remercie et on pense fort à lui. Et notre invité de ce soir, vous la connaissez tous. C'est une passionnée de l'OM. Vous l'avez certainement vu dans plein d'émissions, avec toujours une détermination et une passion et un amour inconditionnel pour l'OM. C'est bien sûr Najette Rami. Bienvenue Najette. Merci pour l'invitation. Bonsoir à tous. Merci de l'avoir accepté surtout. Allez, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Cette victoire 3-1 contre Montpellier. Je vais me tourner vers toi, Chris. Est-ce que c'est la victoire d'AVB? Alors, on va rappeler un petit peu le début de match. AVB change son système du 4-3-3 au 4-2-3-1 en dernière minute. Il s'est un peu adapté au système d'Erzakarian, l'entraîneur montpelliérain. Alors, ça a été un peu un changement de dernière minute. Et avec une paire de milieux défensifs Camara Gay, vu que Sanson et Rongier étaient suspendus et qui a donné satisfaction. Ah oui, quelle satisfaction et quel coup d'AVB. Pour moi, il a réussi plusieurs coups dont on reviendra là tout de suite. Et moi, j'étais assez bluffé en fait par la partition d'AVB qui a rappelé au passage quand même que c'était un grand entraîneur. Donc déjà, le premier coup, c'est milieu centraux, là, Camara Gay. Mais mon Dieu, cette paire, quoi. Qu'est-ce que ça faisait? Une paire de 21 ans. On a eu du rêve, quoi. Vraiment, c'est rare qu'on a eu ce niveau de jeu cette année et quelque chose de proposé qui vraiment a envoyé aux Olympiens des étoiles dans les yeux, quoi. Je veux dire, pour moi, en récupération, des passes toujours en avant, la qualité technique, des dribbles qui cassent les lignes adverses. C'était un milieu champagne. Vraiment, ces milieux centraux, moi, ça m'a emballé et j'espère vraiment qu'on la reverra systématiquement. Il y a cette première satisfaction, mais il y a également une deuxième déjà. On peut parler de Radonjic qui a été titulaire et qui a fait un bon match. On lui reproche souvent de ne pas être très bon quand il est titulaire, mais plutôt meilleur dans un rôle de super sub. Là, il a donné satisfaction hier. Ouais, tout à fait. Alors c'est vrai qu'en 4-2-3-1, particulièrement, il faut que les ailiers aillent vite. Il faut vraiment que ce soit des flèches. Et pour moi, ça a été un choix très judicieux de le mettre parce que on sait d'ailleurs Radonjic, une de ses principales qualités, c'est qu'il court très vite. Et ça, comme Thauvin, en train de physiquement petit à petit à revenir à son meilleur niveau, on a eu vraiment deux ailiers qui étaient des flèches, quoi. Et c'est exactement ce qu'on leur demande. Et puis moi, j'étais tellement heureux de voir ça se projetait vers l'avant. C'était magnifique. Et il fallait voir aussi. Pour une fois, on a vu aussi nos latéraux quand même dans la surface de réparation adverse. Donc voilà, c'est pas encore le top du top, mais ils y étaient et c'était ce qu'on leur demande de tôt, Kanto. On réclame de voir ça et on les a vus vraiment aux avant-postes. Voilà, donc les Japonais étaient aussi pour moi à peu près dans le coup. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que ce qui a amené en fait le but de Radonjic, c'était une succession de relais entre Nagatomo et Radonjic
qui aboutit à cette passe extraordinaire de Gay pour Thauvin. Et Thauvin, voilà, qui repasse à Radonjic, qui met ce but, quoi. Ensuite, Cuisance dans un rôle de numéro 10 à la place de Dimitri Payet qui était sur le banc. Oui, alors ça donnait un petit peu moins satisfaction, mais pour moi, le coup, finalement, c'était surtout que Payet ronge son frein pendant tout ce temps-là. Et quand il est rentré, il avait envie de tout casser, quoi. Et il est arrivé revanchard avec le Dimitri qu'on attend, quoi. Donc là encore, super coup d'AVB d'avoir fait rentrer comme ça pendant le match plutôt que l'avoir fait débuter dès le début. Il aurait été plus avec son siège de sénateur, quoi. Et en parlant de sénateur, on a souvent reproché à Strootman de l'être. Hier soir, il a quand même fait une bonne rentrée, il a apporté à l'équipe. Ouais, alors tiens, d'ailleurs, je propose ces choses, on pourrait poser la question à Najed parce qu'on vient de voir du talk le tweet de Najed. Alors moi, je l'ai trouvé super, j'ai trouvé qu'il a fait un bon match. Alors du coup, Najed, tiens, je vous laisse la parole sur Strootman. Moi, je pense que déjà, on est beaucoup critiqué maintenant, mais c'est vrai que quand ce joueur est arrivé, on était tous contents qu'il signe. Maintenant, le problème qui se pose avec lui, c'est son salaire. Voilà, aujourd'hui, le foot d'aujourd'hui fait que nous, supporters, on juge un joueur par rapport au salaire qui lui est donné et on est plus critique envers un joueur qui touche de gros salaires qu'un autre qui va arriver libre ou qui coûte moins cher. Donc moi, la rentrée qu'il fait hier, je suis très contente. De toute façon, ce joueur, ce que je souligne chez lui, et beaucoup m'ont dit, c'est juste normal en fait, vu le salaire, mais ce qui est normal, aujourd'hui, on ne le voit pas partout. Et hier, alors je ne le tweete pas sur le moment, mais effectivement, quand vous m'avez envoyé un petit peu donc les parties de l'émission, on vous disait qu'on allait faire un point sur les joueurs. Effectivement, quand j'ai pensé à Strootman, je me suis dit, mais je l'ai oublié hier. Je l'ai oublié, alors pas pour le féliciter, il n'a pas fait non plus le match du siècle, mais effectivement, bon, voilà, ce genre de joueur, même sur le banc, on le voit, hein, même quand il ne joue pas, il est à fond. On a l'impression il est là pour motiver les troupes, pour donner des conseils aux joueurs qui vont rentrer, alors que lui, il ne s'échauffe même pas qu'il ne va pas rentrer. Voilà, il est franchement, au niveau du professionnalisme, il n'y a rien à dire. Même quand ça rentrait, je l'ai trouvé bon. Hein. De toute façon, ce genre de joueur, voilà, AVB, il a tout compris. Hier, je pense que quand il le fait rentrer, c'est un joueur qui amène une certaine stabilité défensive et c'est ce dont on avait besoin à ce moment-là du match. Et il a très bien joué ce rôle. Et voilà, c'est pour ça que je soulignais voilà, sa prestation d'hier et que j'étais contente de le voir faire un match comme ça parce que de toute façon, il est irréprochable et j'espère qu'on le verra en d'autres occasions. Alors Najed, je voulais justement revenir avec vous sur AVB. Est-ce que pour vous, c'est aussi une victoire d'AVB? C'est une victoire des joueurs, bien sûr, mais est-ce qu'on peut parler d'une victoire d'AVB déjà d'une sur sa composition de départ, sur son coaching gagnant? Est-ce qu'il peut aussi s'approprier cette victoire? Oui, moi j'ai envie de lui attribuer la victoire. De toute façon, quand on a assez souligné ces derniers temps quand il avait fait des mauvais choix. Donc là, à juste titre, j'ai envie de lui dire bravo parce que déjà, quand on voit la compo de départ, je pense qu'on était beaucoup à être étonnés de voir Radonjic titulaire et pas Payet. Et moi, ça, j'ai envie de le voir plus souvent. Voilà, aujourd'hui, Payet, il est un peu dans un fauteuil, enfin, depuis quelques saisons maintenant. C'est le joueur qui, de par sa qualité technique, fait que il est devenu indispensable. Pas dire par défaut, si, par défaut, parce que de toute façon, techniquement, tu n'as pas mieux. Donc, même si le joueur ne fournit pas les efforts qu'il faut, que ce soit à l'entraînement, dans sa vie de tous les jours, au niveau de son hygiène de vie, etc., on va le mettre. Donc, moi, quand j'ai vu que Radonjic, effectivement, était titulaire, j'étais contente. Alors après, Radonjic, on critique sur pas mal de choses, surtout ses qualités techniques, pour le coup, à l'inverse d'un Payet. Mais je trouve que dans ce registre, voilà, je trouve qu'on manque de vitesse dans cette équipe et qu'il a porté cette vitesse. Il a aussi cette caractéristique que pas beaucoup de joueurs ont dans l'équipe, c'est qu'il amène beaucoup de profondeur dans le jeu. Donc vous aimeriez bien, pardon, qu'à l'avenir, peut-être, AVB essaye plus de faire jouer le peu de concurrence qu'il peut faire jouer parce qu'il a un effectif, on sait, limité, mais qui fasse plus jouer la concurrence, qu'il n'y ait pas des titulaires qui soient un peu des titulaires acquis, quoi. Qu'il y a plus de rotation dans l'effectif. Totalement, parce que je trouve que, à l'inverse d'il y a quelques saisons, pas très lointaines, je trouve quand même qu'on a un banc. Voilà, on a un groupe. Ça, on ne peut pas. Voilà, après, on n'est pas là à juger du niveau, même si je trouve qu'il n'est pas
mauvais, en tout cas pour la Ligue 1. Aujourd'hui, on va se retrouver dans une situation où on va jouer un match par semaine. Alors, effectivement, hein, quand il y a la Coupe d'Europe, tu as plus tendance à faire tourner. Mais moi, j'ai envie qu'ils mettent tout le groupe en concurrence. Voilà, moi, quand je vois un Benedetto pas fait une prestation moyenne, qui n'arrive pas à marquer, derrière, tu fais rentrer Germain, pareil, niveau professionnalisme, il n'y a rien à dire. Il va se donner à 100%, derrière, voilà, il va être présent et décisif. Moi, ça me plaît. Donc oui, de pouvoir mettre Radonjic en concurrence avec Payet, mais bien sûr, ou même avec, enfin, par exemple, Cuisance, tout à l'heure, vous avez dit qu'il avait fait un match moyen, et effectivement, il a été très moyen. Il était un peu perdu dans cette position-là. Donc, voilà, peut-être pas. Après, on pourrait voir, par exemple, un Payet en 10 et un Radonjic sur le côté? Ça, j'y crois moyen, mais c'est peut-être aussi une hypothèse. À voir, à essayer par la suite. Allez, pour nos amis d'Instagram, on va leur dire que la première partie de cette émission est terminée. Donc, rejoignez-nous sur YouTube. Nous sommes avec Najet Rami pour la suite de cette émission, bien entendu. On va revenir sur le but que l'on a encaissé, avec toi, Richard. Un but litigieux, qui a été très contesté par toute l'équipe et par Villas-Boas. On va revenir avec toi. Est-ce que déjà pour toi, tu penses qu'il y avait tout simplement hors-jeu ou pas? Déjà, il faut revenir sur la règle du hors-jeu. Alors bon, je ne vais pas vous apprendre le hors-jeu, c'est au départ du ballon. Si l'attaquant se trouve derrière les défenseurs, il est hors-jeu, mais toujours au départ du ballon. Si au départ du ballon, il y a un joueur qui revient d'une position de hors-jeu, c'est-à-dire qui était en position de hors-jeu, il est en train de revenir. Donc, il semble qu'il est visible qu'il ne soit pas hors-jeu. Mais en fait, comme il revient d'une position de hors-jeu, la règle de football, c'est que l'arbitre siffle un hors-jeu. Et c'était exactement le cas. Donc, l'OM se fait encore bananer, excusez-moi du terme, sur une action où l'arbitre aurait dû siffler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, le Montpellier égalise. Ça veut dire que ça peut changer toutes les données du match. Ça veut dire que si AVB ne fait pas sa tactique de faire rentrer les joueurs en question qui nous ont sauvé le match, Montpellier peut prendre confiance et peut nous amener à une défaite. Et donc, on est sur quelque chose qui ressemble à quelque chose d'illicite et surtout d'injuste. Le problème de ça, c'est quoi? C'est que l'ensemble du peuple marseillais, que je suis, va avoir une suspicion, toujours comme d'habitude, parce que si on prend les statistiques, sur ce type de fait de jeu, c'est la majeure partie du temps, l'OM est désavantagé et l'OM n'est pas avantagé. Si on compte les fois où on est avantagé, les fois où on n'est pas avantagé, c'est largement au profit du désavantage. Donc, on est obligé de se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas des injustices? Alors, on va encore parler de complot, etc. Est-ce qu'il n'y a pas des injustices qui sont volontaires et intentionnelles? Et ça, pareil, comme je le dis toujours, je demande aux instances du football de faire un moratoire là-dessus parce que ça suffit que l'OM soit toujours désavantagé. Justement, j'ai envie de poser cette question à Najet. Est-ce que ce but est une injustice? Alors, on va dire qu'il est quand même, au final, sans conséquence parce qu'on gagne ce match, parce que derrière, on a fait ce qu'il fallait pour le gagner. Si on était resté à un partout, on aurait pu dire, un partout, voire à 2-1 pour Montpellier, est-ce qu'on aurait pu dire que c'était une injustice, que ce but n'aurait jamais dû exister, qu'il y avait hors-jeu? Ouais, bah après, on commence à être habitué. Hein. C'est pas pour jouer les victimes, mais après, je pense que nous, on est focalisé sur l'OM, donc forcément, on le voit un peu plus. Et puis, là, l'injustice, elle est contre nous. Après, je pense que c'est des choses qui arrivent à tous les matchs. De toute façon, les arbitres, que ce soit avec la VAR ou pas, ils sont dépassés. Et puis, Frappard, ça avait déjà été le cas dans le match contre Lyon. Et effectivement, hier, là, aujourd'hui, on n'en parle pas au moins parce qu'effectivement, on gagne le match. Et effectivement, moi, quand Montpellier égalise, il y a bien eu un petit moment où on n'était pas dans le match, où j'ai eu peur qu'on ne revienne pas dans le match. Là, effectivement, on en aurait un peu plus parlé de cette... je ne sais pas si c'est une... Voilà, pour moi, effectivement, c'est l'arbitre qui doit décider. Il n'y a pas à utiliser la VAR, c'est l'arbitre qui doit décider si Delors il est impliqué dans le but. Et effectivement, il est impliqué parce que les défenseurs pensent qu'il va prendre le ballon et là, il le laisse passer entre les jambes. Donc,
Alors justement, ce que vous dites, c'est que AVB, sur le but, AVB demande à l'arbitre d'aller voir la VAR. Et l'arbitre, Oui. Madame Frappard, refuse d'aller voir Oui. la VAR. Refuse d'aller voir Mais la VAR en disant non, 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 c'est bon, on me le dit dans l'oreillette. Et la colère d'AVB, c'est que elle ne va pas voir la VAR. Oui, Flo, tu voulais réagir? Ben, le truc, c'est que si d'après Habib Bey, bon, c'est pas la science infuse, mais Oui. apparemment, sur un hors-jeu, tu peux pas revenir regarder la vidéo, en fait. C'est soit oui, soit non. Soit hors-jeu, soit pas hors-jeu. En fait, ça, c'est vrai. c'est différent. C'est pas la même règle pour un penalty ou pour un carton rouge, en fait. Richard, tu veux répondre à Florent, je crois. Oui, mais Flo, encore une fois, à quoi ça sert d'avoir la VAR si on ne peut pas l'utiliser pour le hors-jeu? Le hors-jeu, c'est l'un des faits de jeu les plus difficiles à visualiser pour les arbitres. Donc, il faut à un moment donné, ça va très vite, c'est très rapide. Avec la VAR, on peut se positionner sur la ligne et voir largement qu'il revient d'une position de hors-jeu et que donc il y a hors-jeu. Donc il faut le signaler à l'arbitre. Si on ne le signale pas à l'arbitre, c'est une faute. Pour rebondir sur ce que tu disais, mais après, enfin, voilà, la règle, on aime, on n'aime pas. De toute façon, la VAR, oui, effectivement, le hors-jeu, mais on le revoit, la VAR, le hors-jeu. C'est juste, c'est les assistants qui vont, de toute façon, sur un hors-jeu, hein, tu reprends sur la ligne, hors-jeu, il n'y a pas hors-jeu. Là, on est dans un cas de hors-jeu passif, on va dire. Donc, dans tous les cas, c'est si dans l'oreillette, il lui avait dit, effectivement, là, peut-être que, mais pour eux, c'était clair. Donc, elle a même pas, c'est vrai que dans les faits, elle n'a pas besoin d'y aller. On va reparler des joueurs un petit peu. Hier, on a eu des remplaçants qui ont fait le boulot. Richard, il faut le dire. On a eu, bon, déjà, on va resituer le contexte. On a un remplaçant qui est titulaire, c'est Radonjic. On va dire qu'il a déjà fait le boulot. Après, on a les rentrées de Payet, de Germain et de Raoui qui ont été décisifs. Payet, Germain ont marqué. Raoui a fait une très très bonne entrée à la place de Nagatomo. Ça a amené beaucoup de fraîcheur et ça nous a permis de gagner ce match. C'est une évidence que ça change tout le match. Et Dieu merci que Payet avait cette rage, ça lui fait un peu du bien, je crois. Et au moins, ben, il a sorti le but qu'il fallait au moment où il le fallait. Donc, c'est coaching gagnant de la part d'AVB. Bravo à lui, bravo d'avoir eu cette idée. Et surtout, bravo de l'avoir mis sur la touche au moment où il le fallait pour l'énerver un petit peu. La deuxième satisfaction de cette soirée, effectivement, c'est Kawi. Je ne comprends pas pourquoi, en l'absence de Amavi, c'est pas Kawi qui prend la place de Nagatomo, vu les prestations de Nagatomo. Kawi, alors peut-être défensivement, ça va être un petit peu difficile, mais qui c'est qui donne la balle de but hier, qui donne le 3-1 et qui nous scelle définitivement la victoire? C'est lui. Donc je pense qu'il faut l'essayer un petit peu plus de temps en latéral gauche parce que Nagatomo, il fait beaucoup trop d'erreurs. Et moi, ça commence à me fatiguer beaucoup. On perd des matchs bêtement à cause de ça. Moi, je ne suis pas d'accord. Germain, alors, écoutez, j'ai l'habitude de le critiquer tout le temps. Je suis très énervé contre lui. J'ai beaucoup de colère contre lui. Mais là, je dois avouer que, bon, j'ai quand même toujours dit que c'était un garçon qui est, comme Strootman, irréprochable, avec un état d'esprit vraiment sans faille. Je crois qu'il faut commencer à lui donner sa chance maintenant. Parce que Benedetto, mon bon Benedetto, tu fous rien. Donc, comme tu fous rien, il va falloir laisser ta place un peu à Germain qui marque des buts. Hein, alors, pourquoi je dis ça? Parce que en comparaison du temps de jeu, Germain marque plus de buts que lui, vu qu'il joue beaucoup moins que lui. Donc, proportionnellement, je crois qu'il mérite qu'on l'utilise un petit peu plus, ne serait-ce que pour faire comme pour Payet, ne serait-ce que 3 matchs, 2 ou 3 matchs, histoire que Benedetto il commence à dire oh, faudrait peut-être que je rentre sur le terrain et que je cavale un petit peu quoi. Je vous rappelle que les Papin, les Drogba, je ne veux pas faire des comparaisons qui n'en sont pas, mais je vous rappelle qu'ils partaient du centre du terrain et qu'ils marquaient tout seuls les buts. Hein. Ils avaient besoin de personne, hein, des fois. Alors, bien sûr, ils avaient bénéficié de centres, mais c'était 2 monstres. Alors, peut-être qu'il n'est peut-être pas au même niveau, mais il peut essayer de s'accrocher. Quoi. Alors, Najat, hier, on a vu votre compte Twitter être en feu avec cette victoire, notamment avec Dimitri Payet, que vous avez beaucoup apprécié sa rentrée. Donc, est-ce que lui et les autres remplaçants qui sont rentrés vous ont donné satisfaction? Oui, les remplaçants en général. Hein, c'est pour ça qu'on saluait le coaching de Villas-Boas.
Après, si j'ai aimé la rentrée de Payet, forcément, il t'amène le but de la victoire. C'est pas pour autant que j'ai aimé son comportement. Voilà. Je veux bien que tu aies la rage quand tu rentres et c'est tant mieux. Maintenant, je n'en ai rien à faire de son statut. Pour moi, tu n'as pas à avoir ce comportement. Déjà, c'est un manque de respect par rapport aux joueurs sur le terrain. Donc, c'est tes coéquipiers. Ça veut dire quoi? Que tu mérites de Kangro plus que Radonjic? Alors, peut-être, mais si l'entraîneur, à un moment, et surtout que l'entraîneur, en plus, on ne peut pas lui reprocher de ne pas être proche des joueurs, de ne pas être pote avec des paillettes, etc. Et que si à un moment, il ne le met pas, et d'ailleurs, Villas-Boas le dit aussi en conférence de presse, c'est aussi pour l'aider à retrouver son niveau de l'année saison dernière, il dit. Donc, je ne pense pas que ce soit une punition, je pense que c'est aussi pour l'aider. Mais ce genre de joueurs, ils ne comprennent pas ça, parce que malheureusement, c'est des joueurs qui se croient tout permis, qui pour eux, l'OM, c'est chez eux, ils n'ont rien à prouver, et peu importe le niveau, ils doivent jouer. Donc, ils rentrent 10 minutes, ou je ne sais plus combien de temps, mais ça lui suffit pour faire le malin et aller voir son entraîneur en lui disant « tu es un fou ». En gros, il fallait... Mais qui nous dit qu'en étant titulaire, il aurait été décisif? On le sait. Je ne dis pas que c'est un joueur qu'il faut bannir, qu'il ne faut plus qu'il soit titulaire. Je dis que des fois, sur une certaine période, tu peux avoir on va dire, des coups de moins bien, et que de pouvoir rentrer 10 minutes, un quart d'heure, être décisif, ça va te redonner de la confiance peut-être pour tes prochaines titularisations. Donc, pourquoi réagir comme ça, en fait? Ce que vous nous disiez tout à l'heure, un peu de rotation et de concurrence à certains matchs ne fera pas de mal, bien au contraire. Ah, mais bien sûr. D'ailleurs, je suis contente quand je vois, par exemple, AVB donner de la chance, par exemple, à Kawi. Après, je ne suis pas d'accord avec Richard. Moi, je pense qu'il y a des joueurs qui ne sont pas faits pour être remplaçants, mais il y a toujours dans des clubs des joueurs qui ont un rôle de joker. Et je pense que Kawi, je ne dis pas qu'il ne pourra jamais être titulaire dans cette équipe, bien que. Mais ce n'est pas un arrière-gauche. Enfin, je veux bien que tu le fasses rentrer parce qu'offensivement, à ce moment-là, il te fallait un latéral qui allait monter, qui allait pouvoir peut-être centrer ou voilà, te procurer des occasions. Mais défensivement, et encore une fois, en plus, je trouve Nagatomo très, très, très moyen. Donc, c'est même pas pour dire il est mieux. Mais je pense que voilà, c'est pas son rôle de défendre à Kawi. Et je suis pas persuadée que dans un rôle où il faut qu'il défende, ça soit satisfaisant. C'est du bricolage qu'a fait ABB. Ouais. Allez, on enchaîne avec la quatrième partie de l'émission. On va se demander tout simplement qu'est-ce qu'il faudrait améliorer pour remporter peut-être, pourquoi pas, le trophée des champions la semaine prochaine contre le PSG. Et puis pour finir avec un classement honorable en fin de saison, les 3 premières places, pourquoi pas. Flo, je vais me tourner vers toi déjà. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer au niveau des joueurs déjà? Déjà, je pense qu'il y a certains joueurs qu'il faudrait qu'on essaye, soit en titulaire, soit en remplaçant. Je pense par exemple à Ake. Bon, il a pas mal sa chance. Il manque pas mal d'occasions, mais il faut quand même lui donner sa chance. Il est encore jeune. Balerdi sur certains matchs, notamment, je sais pas moi, face à des Metz, face à des Brest, c'est peut-être un joueur à mettre plutôt qu'un Tchaïta Tsar, où il faudrait plus le privilégier pour des matchs face à Paris, face à Lyon. Pareil, on en parlait, Khaoui, pour moi, enfin Kawi, il faut qu'on essaye de le mettre petit à petit dans la rotation, que ce soit... C'est un joueur qui peut jouer plusieurs postes en plus, qui peut potentiellement jouer arrière-gauche, mais qui peut jouer aussi milieu-gauche, qui peut jouer milieu, offensif. Donc, c'est un peu à son avantage. Et puis, Enrique aussi. Il n'était pas là hier parce qu'il était positif au Covid, mais il peut avoir sa chance. Après, pour changer des joueurs, il faudrait plus des joueurs comme Sakai et Nagatomo. C'est assez long, on en a marre de les avoir. Et c'est un truc qu'il faut changer absolument, quoi. Donc, toi, tu apporterais aussi des retouches peut-être au mercato, si on pouvait se le permettre? En termes d'arrivée, on parle d'un latéral droit, on parle de Paul Lirola. Il me semble que Santonze aussi qui était dans les papiers de Longoria. Moi, j'aimerais bien voir Santonze. C'est un bon joueur. Il peut concurrencer Sakai et puis il a encore l'avenir devant lui. Après, il parle aussi d'un latéral gauche. Je ne sais pas qui exactement. Donc, voilà. Peut-être qu'il faudrait faire monter Rokia, par exemple. Mais il y aurait des problèmes avec AVP, un truc bizarre. Ou sinon, un buteur. On parle de Milik. Je ne sais pas, on verra. Et les problèmes, les réels problèmes aujourd'hui qu'on aurait, selon toi, seraient lesquels en fait? On l'a vu avant Montpellier, on l'a vu sur les 3 derniers matchs, il nous manque de régularité quand même.
ça fait beaucoup. L'efficacité aussi, on rate pas mal d'occasions face à Angers, on rate pas mal d'occasions face à Rennes. C'est quelque chose qu'il faut qu'on améliore sérieusement. Et pour gagner le trophée des champions, tu changerais quoi? Bah, alors déjà, le trophée des champions, c'est dans une semaine, donc c'est dans un avenir proche. Pour moi, il faudrait faire tourner face à Dijon déjà, dans le sens faire entrer des Balerdi par exemple, et puis se concentrer un maximum sur le trophée des champions. C'est un trophée assez important pour moi. C'est pas le plus important, c'est un peu un trophée en bois selon certains, mais ça permet d'avoir de la confiance, et en plus c'est un trophée, et AVB veut gagner un trophée à tout prix. Ensuite, je pense qu'en plus, le PSG est prenable cette année. Hein. Donc, c'est quelque chose d'important. Et puis, il y a aussi la Coupe de France qu'on a oubliée. Et d'ailleurs, on a eu le tirage de la Coupe de France. Et ça serait soit 3 ou soit Auxerre, selon le match qui gagne. Quoi. Alors, Chris, je crois que tu veux rebondir sur cette problématique aussi. Oui, c'était très intéressant d'observer AVB concernant la problématique du trophée des champions. Parce qu'il a posé aux journalistes, et c'était assez marrant de le voir, il dit mais en France, le trophée des champions, est-ce que c'est quelque chose d'important? Parce que c'est vrai que c'est un trophée, il a dit lui-même d'ailleurs en réponse à cette question, que c'est un trophée qui est très important, que ce soit en Espagne ou en Angleterre, c'est partie des trophées les plus importants de l'année. C'est vrai que chez nous, il y a un peu moins cette culture, surtout c'est un trophée qui est plus récent. Mais je crois que ce serait vraiment, sous l'ère McCourt, le premier vrai trophée qu'on pourrait gagner et qui aurait une certaine valeur. Ce n'est pas le trophée EA Sport qu'on a gagné et qu'on pourrait citer. Et je pense vraiment que celui-ci peut compter beaucoup pour vraiment donner une certaine légitimité aussi à toute cette génération de joueurs qui est actuellement sur le terrain. Quoi. Najat, pour vous, qu'est-ce que vous pourrez améliorer à l'équipe pour, alors, dans un premier temps, essayer de gagner ce trophée de champion la semaine prochaine, qui est certes un trophée en bois, comme on le dit souvent, et puis pour la fin de saison, pour le classement final? Alors déjà, je n'ai pas envie d'être pessimiste, je vais être réaliste, mais pour moi, tu ne gagneras pas ce match avec des latéraux comme ça. Voilà, comme ça, on va être clair. Je veux bien que Paris soit dans les points meilleurs de sa forme, mais de toute façon, contre l'OM, ne vous inquiétez pas, il arrive toujours à être au niveau et pas prendre ce match de haut. En plus, voilà, l'arrivée d'un nouvel entraîneur qui, lui, pour le coup, connaît la rivalité Paris-Marseille, Pochettino. Donc voilà, pour moi, avec des latéraux comme ça, malheureusement, je pense vraiment qu'au mercato, il va falloir faire quelque chose. À ma vie, je ne sais pas quand est-ce qu'il reprend. Voilà, Sakai, tout le respect que je lui dois par rapport à ses prestations, son attitude, il n'a plus le niveau. Nagatomo, j'en parle même pas, je ne sais même pas pourquoi il est là. Voilà, pour faire le nombre tout simplement, mais le niveau, il n'y est pas. Donc voilà, pour moi, le match Trophée des Champions, j'espère me tromper, hein, j'espère que vous reprendrez les vidéos mercredi soir et vous me direz, ah, tu vois, tu étais pessimiste, mais voilà, j'y crois pas une seconde. Après, je pense moi, par contre, j'ai pas envie qu'on fasse beaucoup tourner contre Dijon. Moi, pour moi, je pense que cette équipe elle a besoin d'engranger les matchs. On n'est pas non plus. Alors là, bon, ok, il y a le trophée des champions, mais après, on va tourner un match par semaine. Il y a eu la trêve il n'y a pas très longtemps. Voilà, c'est des joueurs professionnels. Je pense qu'ils ont les capacités physiques pour enchaîner. Et je pense que justement, certains joueurs, le fait d'enchaîner, ça va apporter de la confiance. En plus, on voit qu'offensivement, il n'y a pas forcément toujours les bons automatismes avec les joueurs. Le fait peut-être de répéter les matchs, peut-être que ça sera tout bénéfique pour le match contre Paris aussi. Ok, allez, on va passer aux joueurs en bref, si vous le voulez bien. On va commencer avec toi, Richard. Tu vas nous parler d'un joueur que tu aimes beaucoup, on sait, émission après émission. C'est NR7, c'est Nemanja Radonjic, donc qui a été décisif. Oui, ben, effectivement, encore une fois, il marque. Je dis toujours que il faut le faire jouer pour le faire évoluer. Et en fait, ce garçon, pour moi, c'est un monstre. Simplement, il est un peu fou, donc il faut lui faire travailler l'intelligence de jeu. À partir du moment où quelqu'un ou un entraîneur aura l'intelligence de lui faire travailler l'état d'esprit qu'il faut avoir collectif, c'est-à-dire pas garder le ballon jusqu'au bout comme un fou et s'en mêler les pinceaux à la fin, savoir quand le donner. Hier, par exemple, dans le match, à un moment donné, il a donné le ballon au bon moment. Il commence à faire des petits progrès par-ci, par-là. Et il marque, au premier match qu'il reprend, déjà, il marque un but. Et il avait eu cette fameuse période où il nous avait marqué des buts importants. Donc, moi, je pense qu'il peut devenir très grand, ce joueur, si quelqu'un le fait travailler. Et si on nous le prend
et qu'on le fait ailleurs, encore une fois, comme pour Gomis et comme pour plein d'autres, on va être encore déçus. Donc, faisons-le nous, que AVB ait cette intelligence. Alors, tu nous as parlé de notre ailier gauche, on va parler de notre ailier droit mais gaucher. Avec toi, Flo, donc bien sûr de Flo Top. Qu'as-tu pensé de son match hier? Depuis le début de la saison, je me tue à dire dans le groupe WhatsApp, c'est notre meilleur joueur en attaque. Il se prend des critiques dans le groupe, mais je dis c'est le meilleur joueur. Il en est déjà à sa 7e passe décisive. Il a été très très bon hier. Il a fait beaucoup de centres, beaucoup de bonnes actions. Il a été présent en plus 90 minutes. Il ne s'est pas éteint au bout de 70, 75 minutes. C'est quelque chose que, bon, certes, c'était la reprise, mais c'est quand même encourageant. Sur tout ce qu'il a fait, ses prises de balles, ses dribbles, il était incisif, il était là, on voyait qu'il avait envie de jouer. Et finalement, est-ce que c'est pas ce qu'on cherchait réellement de Thauvin? Au niveau stats, quand même, il est arrivé à 9 duels gagnés sur 11. Il a touché 104 ballons. Il a fait une passe décisive, il a fait 7 centres, il a fait 9 dribbles, 7, où il en a réussi 7. Je l'ai trouvé pas mal quand même sur ce match, il était vraiment pas mal. Ok, et on va terminer avec toi, Chris. Tu vas nous parler de Camara qui a été ton coup de cœur, je crois, hier. Oh purée, quel coup de cœur. Alors pour moi, honnêtement, c'est le meilleur match que j'ai vu de lui à l'OM. Voilà, tout simplement. C'était extraordinaire, c'était une masterclass. Juste quelques stats. Une passe décisive, 74 passes, 89 passes réussies, 5 passes clés, un dribble réussi, 2 tacles gagnants, 4 interceptions, 2 duels aériens gagnés. Il était présent partout. Moi, ce qui m'a bluffé le plus, c'est comment il remontait le terrain, la balle au pied. C'est tout ce qu'en fait, on espérait voir de l'OM, en fait. Et là, on l'a vu. Et puis, vraiment, quand Camara est aussi affûté physiquement, ça devient mais vraiment un monstre, quoi. Et puis, cette entente avec Gay, c'était tout à fait remarquable. Moi, je me réjouis de les revoir les deux côte à côte, quoi. C'était un match champagne. C'est peut-être l'avenir, avec de la concurrence, comme on disait depuis le début de cette émission, avec Rongier et avec d'autres. Najat, est-ce que vous avez eu un coup de cœur hier sur un des joueurs? Moi, j'ai beaucoup aimé, je rejoins, j'ai beaucoup aimé le milieu Gay Camara. Vraiment, j'ai envie de revoir ça et très vite à ce niveau-là. De toute façon, Gay, s'il y a bien un joueur sur lequel on peut être ravi depuis qu'il est arrivé, il passe rarement à côté. Donc, voilà, moi, mon coup de cœur, ça va être ça. Et après, sur Radonjic, je dis juste un mot. Je pense qu'il a eu sa chance. Faut pas oublier, parce que souvent, quand il y a un joueur qui est titulaire, qui fait un bon match, on a tendance à dire « Ah ouais, mais il faut qu'il ait sa chance, comme Germain, etc. » Germain, je l'adore. Des joueurs, ils ont eu leur chance. On ne peut pas dire qu'ils n'ont pas eu… Voilà, ils ont eu des titularisations. Il n'y a jamais un joueur qui s'est démarqué et qui a affirmé, de par ses prestations, une place de titulaire indiscutable. Donc, Radonjic, moi, je suis contente, mais parce que, de toute façon, comme je disais, on n'a pas aujourd'hui, dans notre effectif, on n'a pas ce joueur, on n'a pas ce registre-là. Donc, effectivement, quelqu'un déjà juste qui amène de la vitesse, moi, j'ai envie de revoir ça. Après, effectivement, peut-être, alors, je ne sais pas, il y a peut-être d'autres entraîneurs qui ont déjà essayé, mais effectivement, la passe de trop, le crochet de trop, il aime bien dribbler, oui, c'est un joueur, on sent qu'il aime bien dribbler, et souvent, on est tous là devant la télé à l'insulter parce qu'il fallait lâcher le ballon, qu'il ne le fait pas. Voilà, donc sur Radonjic, bien sûr, de toute façon, je pense que AVB va faire jouer maintenant la concurrence et on le reverra. Après, est-ce qu'en le mettant titulaire, forcément, il va pas. En plus, ce qui est bien, et cela, on ne va pas souligner, je terminerai avec ça sur lui, c'est que, alors, il peut être mauvais techniquement et avoir du déchet technique, mais c'est un joueur qui use les défenses. Et oui, il use ses défenses avec sa vitesse de course qui est quand même remarquable. Allez, on va passer au jeu des pronos. Samedi soir, l'OM va à Dijon. Je vais vous demander à chacun votre pronostic. On commence avec toi, Flo. Alors, moi, je dirais 2-1. Richard. Je vais dire 1-1. Chris. 1-0 pour l'OM. 1-0. Najette. J'ai envie de voir un 2-0. 2-0. Ok, moi je vais dire 2-1 pour l'OM. Allez, on va passer au dossier de la semaine qui va parler des influenceurs. Est-ce qu'ils ont un réel pouvoir dans le football? Je vais me tourner dans un premier temps vers toi, Chris, pour que tu nous parles déjà des influenceurs et tu as un graphiste à nous présenter.
Oui, vous devez voir en ce moment un graphique de positionnement des influenceurs. Nous, ce qui nous a intéressé, vous savez que nous, on aime bien aussi dans le dossier prendre un peu de recul par rapport à l'actualité pour essayer d'être entre guillemets un peu plus créatif sur ce qui se passe autour de l'OM. Et on a voulu un peu s'intéresser, de voir un peu quels étaient ceux qui influençaient le club dans ceux qui étaient extérieurs entre guillemets au club et qui voilà, font état de leur influence. Donc on a plusieurs grands groupes que vous allez découvrir avec le premier, je crois, Richard. Oui, Richard, tu vas nous parler des grandes gueules. Oui, forcément, on voit des grandes gueules comme René Malville, comme Ben Gouze, qui sont sur les réseaux sociaux constamment. Qu'est-ce qui fait qu'ils ont un impact? C'est le nombre de vues qu'ils ont. C'est pas plus difficile que ça. Et comme ils n'hésitent pas à dire ce qu'ils pensent sur le jeu de l'OM, surtout René dans 5 minutes, qui est tout à fait franc et comme il est beaucoup vu, forcément ça va créer un impact. Ça peut aller jusqu'aux oreilles de l'entraîneur de l'OM, ça peut aller jusqu'aux oreilles des joueurs. Et des fois, c'est pas plus mal qu'ils aient le son de cloche de vrais supporters qui peuvent montrer leur colère quand ils sont pas contents. Voilà. Après, on peut en monter plus haut avec des Pierre Ménès qui donnent des informations importantes à l'OM parfois, même si on le trouve parfois injuste. Alors, on va passer à une deuxième catégorie d'influenceurs avec toi, Flo. Tu voulais nous parler des polémistes et des provocateurs et nous citer certains, par exemple. Alors oui, d'abord je vais commencer par Ben Gouze. Alors oui, c'est une grande gueule, mais c'est aussi un provocateur. Je parle de provocateur dans le sens où quand il parlait de Mitroglou, c'était beaucoup pour le charrier, pour lui montrer que, faut être là, quoi. Un peu un peu comme les supporters marseillais le font, quoi. Je me rappelle aussi de cette histoire-là où il l'a rencontré sur une plage privée, où il l'a un peu, c'est un peu moqué de lui. J'ai trouvé ça un peu mal vu quand même, parce que, c'est un joueur. Tu fais pas ça, il y a du respect quand même. Après, il y a d'autres provocateurs. Il y a Mohamed Eni. Pour lui, il est connu parce qu'il casse des télés. Ça, faut le dire. Il casse des télés. Il dit Bermain, tête de maïs. Il est juste connu pour ça. D'ailleurs, on le tourne pas mal au ridicule. Et il est écouté sans l'être, en fait. Et les prestations de Germain, elles sont un peu nuancées par rapport à ce qu'il dit lui, en fait. Et donc, on dit Germain, il est nul parce que Mohamed Eni dit Germain est nul. Je trouve que c'est quand même un peu... c'est mal vu aussi. Pareil pour Cazard, c'est d'ailleurs grâce à lui qu'on dit que Ruffier c'est un CRS, que Palois il sait pas parler. C'est toutes des personnes qui provoquent, mais pour rien en fait, qui provoquent les joueurs sans les provoquer. Cazard il s'est fait connaître avec Nico Touriol dans l'émission d'après Canal Football Club, tout ça. C'est super mal vu ce qu'ils font Cazard et Mohamed Eni. Et je vais me tourner vers toi, Chris, à nouveau. Tu vas nous parler des supporters bienveillants et des journalistes bienveillants. Donc les deux sont bienveillants. Oui, c'est ça. C'est là, quand vous voyez sur le graphique, vous avez vu, en fait, on a un petit peu les deux extrêmes. C'est-à-dire, il y a les grandes gueules d'un côté et de l'autre côté, il y a les bienveillants. Et vous voyez qu'il y a les polémistes dont a parlé à l'instant Flo. Et puis, vous voyez, de l'autre côté, il y a les analystes. Et moi, ce que je voulais parler, c'était justement quelque chose, en fait, qui pour moi est un vrai trésor, qui, je trouve, en fait, est relativement peu utilisé par le club. Ça, c'est vraiment mon avis. Parce que pour moi, c'est un vrai trésor de guerre qu'a l'OM, sur lequel elle devrait en fait essayer de plus faire confiance et d'essayer de plus vraiment s'appuyer en fait dans sa communication, j'ai envie de dire, auprès des supporters et auprès du peuple marseillais et au-delà. Donc dans les supporters bienveillants, bien connus, bien sûr, il y a Titi qu'on a reçu la dernière fois, on a Basile Bowie, on a Chavins, on a Totorina, on a Tarpi. Ce qui est intéressant avec tous ces gens-là, si vous regardez, en fait, c'est les gens on ne connaît pas leur tête. Alors, excepté Titi, c'est des gens en fait qui restent
vraiment en retrait. Et puis, alors, le bienveillant des bienveillants, il y a Philou, qui lui, c'est la personnalité la plus gentille, sans doute, qui influence sur l'OM. Et moi, vraiment, j'insiste beaucoup sur ce côté précieux qu'ont ces gens-là, parce que c'est vraiment des gens, pour moi, qui sont des relais indispensables à l'OM. Moi, j'estime en fait que ce sont des gens très importants au club. Et Chris, les journalistes bienveillants, pour toi, tu voulais aussi nous en parler? Oui, c'est ça. C'est-à-dire on a vu qu'il y a ces supporters bienveillants, et en fait, on a aussi en fait une catégorie de journalistes bienveillants, c'est-à-dire des personnes qui critiquent le club, bien évidemment, comme tout le monde, qui a le droit de le faire, et c'est même nécessité pour être un bon journaliste, mais qui finalement ont toujours un point de vue. Vraiment, on sent qu'ils veulent être constructifs. Finalement, ils sont pas là pour détruire. Et c'est vrai que là, dans ce cas, on en a relevé 3. Il y a Canuti, bien évidemment, du Phocéen, que Najat connaît très bien. Il y a Mohamed Bouafsi, qui vraiment commence vraiment à percer de plus en plus, et notamment sur Twitter. Et enfin, Karim Attab, que l'on connaît bien aussi. Et c'est pareil, eux aussi, je me dis des fois que c'est des personnes sur lesquelles il faudrait presque le club des fois s'appuie plus, parce que je trouve vraiment que ce qu'ils ont à dire est souvent dans la critique, mais souvent très intéressante. Alors Najat, on a parlé de plein de beaux mondes là. Si on devait vous situer dans une de ces catégories, pour vous, laquelle ça serait, quoi? Moi, je suis une simple passionnée comme vous, voilà, comme tous ces supporters que vous avez cités sur Twitter. Je ne me revendique pas, souvent on me dit je représente les supporters olympiens, mais pas du tout. Je me représente à moi-même. Si après il y en a qui se reconnaissent dans mes avis et qui sont contents parce que peut-être j'ai un peu plus de visibilité, tant mieux. Mais vraiment, je ne revendique rien du tout. Moi, c'est ma passion. J'aime déjà le foot en général. L'OM, voilà, c'est mon club. J'aime, je le dis. J'aime pas, je le dis. Voilà, je ne prends pas de pincettes des fois. Je peux être un peu, voilà, je peux paraître pessimiste sur certains cas, mais c'est juste que voilà, on est passionné et que ce club, il faut le dire, illustre les gens. Mais voilà, on l'aime. Voilà. Donc moi, je suis une passionnée tout simplement. Ok, très bien, la réponse nous va. Allez, on va passer à la dernière partie de l'émission, c'est les questions à notre invité Najat Rami. Alors, on va commencer, Najat, avec d'abord les questions de l'OM Nation Genève. Et puis après, on aura les questions de tous les chroniqueurs, si vous le voulez bien. On va commencer avec une question de Nidal. Donc, il va revenir sur un sujet que vous avez abordé pas mal de fois dans l'émission. La problématique des latéraux n'est-elle pas la priorité de l'OM plutôt que n'importe quel autre poste en termes de recrutement? Je suis d'accord. Ça fait des années qu'on galère avec ces postes de latéraux, j'en peux plus, mais vraiment. T'as l'impression. Alors déjà, c'est vrai que le poste de latéral en lui-même, il a changé. C'est vrai que les latéraux d'avant, ils n'étaient pas autant offensifs, etc. Donc déjà, c'est vrai que c'est dur de trouver de bons latéraux. Mais quand même, depuis des années à galérer sur des postes comme ça. Bon, là, cette année, on a un avis, moi, je suis satisfaite, il est bon. Mais à chaque fois, on a ce problème des doublures, du titulaire. Donc, moi, pour moi, oui, c'est une priorité. Et je ne veux pas voir des joueurs, voilà, alors oui, c'est un pari. Non, je veux des joueurs confirmés ou des jeunes prometteurs, mais qui ont été vus, qui vont apporter quelque chose. Mais je pense qu'il ne faut pas minimiser le rôle des latéraux. On est toujours là à se focaliser sur ce fameux 9. Mais je pense que de bons latéraux, ça peut aussi avoir une influence sur le jeu offensif et donc sur tes attaquants. Donc moi, vraiment, la priorité, c'est les latéraux. Ok, super. Alors, on passe à la question de Nathalie, notre autre chroniqueuse, pardon. Bonsoir. Ce n'est pas trop difficile pour une femme de faire accepter ses critiques sportives dans le milieu du foot, même si avec le foot féminin, ça se démocratise. Les hommes ont du mal à croire que les femmes puissent s'intéresser au foot et puissent avoir des opinions sur le foot. On m'a souvent posé cette question. C'est un sujet qui prendrait beaucoup de temps, effectivement. Moi, je ne le ressens pas comme ça. Alors, bien sûr, on doit se résumer à Twitter et puis les petites critiques, retourner à la cuisine, etc. Bon. Mais une fois que tu as fait abstraction de ça, moi, après, ce qui me dérange plus, c'est de se dire on ne voit pas de femmes, il faut des femmes. Moi, je veux des gens compétents. Quand je regarde des émissions, des choses, où il y a des journalistes, des consultants, peu importe si c'est une femme ou un homme. Après, il faut dire ce qui est. Bien évidemment qu'il y a beaucoup plus d'hommes.
Après, je pense que voilà, je pense que si vous demandez l'avis à des journalistes dans ce milieu, des journalistes femmes, elles vous diront qu'effectivement, c'est un plein milieu de macho, etc. Moi, je ne suis pas là-dedans. Moi, je donne mon avis. Effectivement, tu as des critiques. En gros, tu ne comprends rien. Après, franchement, c'est minime. Hein. Pour le reste, je pense qu'à partir du moment où, comment dire, où les gens te connaissent, tu as une certaine crédibilité. Même si on n'est pas d'accord avec toi, on ne va pas remettre en cause ce que tu dis parce que tu es une femme. Ou alors juste parce qu'ils ne seront pas d'accord et puis c'est tout. Ok, on passe à la question de Flo, s'il te plaît. Alors, moi, je voulais savoir, est-ce qu'il y a un club que vous suivez à part l'OM, par exemple? Alors, c'est pas. Alors, moi, je suis plusieurs équipes. Hein. J'aime bien le foot en général. Pour ceux qui me suivent sur Twitter, ils doivent le savoir. Donc voilà, j'aime le foot en général. Donc effectivement, je me régale à voir des équipes comme Liverpool. Voilà. Donc j'ai pas mal d'équipes que je suis. Après, je pense que les suiveurs de Twitter le savent aussi. Moi, je suis née à Bastia. Donc effectivement, le Sporting, c'est un club que j'ai toujours suivi, que je continue à suivre même en national. Voilà. Parce que je suis de là-bas, que mes premières expériences au stade, c'était à Fouriane. Donc, voilà, c'est un club que je continue de suivre et que j'affectionne. Avec l'accent en plus, pour Yann. Ta question, Richard, s'il te plaît. Ben, moi, je vais revenir sur ce dont on parlait tout à l'heure. Vous avez parlé des chroniqueurs sportifs, Najat. Si on vous proposait de devenir officiellement chroniqueuse dans une émission comme l'équipe 21 ou même officiellement au Phocéen, je pense que vous y êtes déjà d'ailleurs, mais vraiment en faire un véritable métier, est-ce que ça vous tenterait? Alors, honnêtement, pas du tout. J'ai déjà eu des propositions. Voilà. Souvent, on me dit, mais tu cherches à percer. Vous savez, c'est la phrase un peu à la mode. Dès le départ, quand j'ai eu on va dire, des contacts avec le Phocéen, parce que voilà, il m'avait entendu sur RMC, qui souhaitait que j'intervienne dans les émissions. J'ai toujours voulu, voilà, garder mon métier, voilà, et faire ça à côté parce que c'est une passion. Je ne voulais pas en faire un métier. Déjà, c'est un milieu très compliqué. Voilà, il faut connaître un peu de monde dans ce milieu. C'est très, très compliqué. Voilà, c'est un milieu assez chacun pour soi. Voilà, donc vraiment, c'est une passion. Je fais ça à côté. Voilà, quand on m'invite sur des émissions, ben, comme vous ou d'autres, ça me fait plaisir de parler de l'OM parce que voilà, j'aime ce club. Après, non, pas du tout. Voilà, et encore moins l'équipe 21, si vous voulez tout savoir. Allez, Ok. Christopher. Oui, moi, ce que je tiens à dire, c'est très franchement, en fait, j'apprécie beaucoup, beaucoup vous écouter. Enfin, et vous lire en tout cas sur Twitter. Dès qu'en fait, en tout cas, je peux voir des choses de vous, j'essaye de les regarder parce que je trouve vraiment que vous êtes une personnalité très, très, très intéressante autour de l'OM. Et c'est vrai que nous, on se retrouve complètement dans votre cas. C'est-à-dire que nous, ce qu'on fait ici, on le fait aussi par passion. On essaie bien sûr de faire les choses les plus pro possibles. Mais du coup, on se retrouve aussi un peu dans ce que vous dites. Donc voilà, moi, ça m'a touché particulièrement votre discours. Et justement, je voulais revenir un peu à cette passion de l'OM, parce que c'est vrai que moi, par exemple, je vous connais surtout par rapport justement aux interventions que vous avez pu faire, à vos tweets. Mais voilà, comment est venue votre passion pour l'OM? Comment c'est arrivé tout cela? Donc moi, alors, ça a commencé, le premier souvenir dont je me souviens, honnêtement, c'est la Ligue des Champions. Donc à ce moment-là, j'ai 7 ans. Voilà, 7 ans. Donc j'étais jeune, mais je me souviens, on va dire, de la joie que ça a procuré surtout à mon grand frère et à mon père. Donc mon père a déjà vécu à Marseille, donc c'était son club, Mon frère, pareil. J'ai un frère jumeau, donc au départ, hein, tu as 7-8 ans, tu n'es pas là devant la télé à regarder du calcio ou à suivre les matchs de championnat. Tu regardes parce que tu as ton frère à côté qui regarde, ton père qui regarde. Après, voilà, de toute petite, voilà, je suis avec mon frère, on jouait au foot. Les copains, voilà, là-bas, c'était plus jouer au foot. Et puis après, petit à petit, comme je vous disais, j'allais voir le Sporting. Après, forcément, hein, j'avais envie de découvrir le Vélodrome. Dès que j'ai pu, j'ai été vivre à Marseille depuis j'ai dû vivre à Marseille pendant 10 ans. Donc effectivement, le Vélodrome, voilà, j'étais à 800 mètres. Donc voilà, la passion est venue comme ça, après de moi-même, à regarder, à m'intéresser à autre chose que l'OM. Voilà, je trouve qu'aujourd'hui, c'est pas une critique,
mais c'est vrai que il y a des gens qui suivent que leur club. Voilà, moi, c'est pas du tout le cas, et peut-être aussi que du coup, c'est pas forcément positif, parce que quand on voit d'autres choses et que finalement, on nous ramène à notre équipe, toujours avec ces galères de budget, et qu'on voit d'autres équipes avec un budget beaucoup plus conséquent, qui, ben, forcément, hein, sont compétitifs en Ligue des Champions, tout ça, ça fait rêver. Mais voilà, je suis le foot en général, le OM, c'est de toujours. Voilà, hein, je vous dis, je suis comme vous, hein, et ça me fait très plaisir ce que vous disiez juste avant, hein, c'est que vraiment et de toujours, déjà, quand j'avais commencé au Phocéen, vraiment, pour vous dire, je venais d'arriver à Marseille à ce moment-là, je connaissais même pas le Phocéen. J'étais beaucoup à regarder l'équipe, à écouter RMC, donc c'était plutôt ça. Donc effectivement, le Phocéen, je connaissais pas. Et je ne savais même pas que ça avait une telle ampleur. Donc quand j'ai commencé à faire les émissions, donc les répercussions que ça a pu avoir avec des gens qui me reconnaissaient, tout ça, je ne l'aurais jamais imaginé. C'est après que je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était très regardé. Et moi, vraiment, comme je disais, quand je vais faire des émissions, qu'on m'invite, c'est parler avec des gens qui sont passionnés. De toute façon, le débrief, je me fais le lendemain avec mes collègues de travail. Donc, que ce soit après, voilà, aujourd'hui, on a l'occasion de faire ça sur Zoom. Quand on m'a invité au Phocéen, pour moi, c'est vraiment pouvoir échanger avec des gens qui ne sont pas de mon avis, qui sont de mon avis, donner voilà, mon point de vue qui soit un petit peu entendu, parce que je veux dire la vérité, quand il y a eu des époques où, avec la direction, ça ne passait pas que c'était un échappatoire, mais voilà, on dit les choses, et il y a beaucoup de gens qui me disaient ben, merci, parce que du coup, on pense pareil, mais nous, on nous entend moins, donc tant mieux. Voilà, donc moi, vraiment, c'est passionné. Voilà, j'ai vu un match, je le commente, je dis ce qui m'a plu, ce qui ne m'a pas plu. Après, ça s'arrête là. Voilà, j'aspire à rien de plus. Voilà, c'est très bien. Ok, alors je vais terminer avec la dernière question, Najette. Vous nous avez dit que vous aimiez l'OM, mais le foot en général également. Donc je vais vous demander, après votre cher cousin Adil, quel est votre joueur préféré, quoi? Oula, alors, c'est le joueur de tous les temps que j'affectionne, et c'est sûrement pas pour son palmarès, c'est Totti. Voilà, donc voilà, c'est le joueur qui est caractéristique, voilà, le joueur fidèle à son club. Voilà. Pour moi, c'est grand respect. J'ai eu la chance de le rencontrer, donc j'ai réussi ma vie. Après, franchement, je ne pourrais pas vous dire j'ai un joueur. J'ai plein de joueurs. Moi, j'adore Messi, c'est le football. J'adore Ronaldo parce que, voilà, grand respect quand tu vois des champions comme ça. J'adore De Bruyne, j'adore Salah, j'adore Mané. Voilà, j'ai pas un joueur préféré. J'ai plein de joueurs qui me plaisent, voilà, dans diverses équipes. Ok, super. Merci beaucoup, Najette. Notre émission touche à sa fin, malheureusement. C'était un plaisir de vous recevoir, Najette. J'espère qu'on vous reverra prochainement, que vous reviendrez. C'est gentil, c'était un plaisir d'être avec vous. Et à bientôt. Merci à vous tous de nous avoir suivis, et à bientôt pour une nouvelle émission. À bientôt tout le monde. Ciao!